Bonsoir Pierre-Antoine, bonsoir Benoît, bonsoir à tous et à toutes au nom de la Bibliothèque nationale de France et de la Société mathématique de France. Nous sommes ravis de continuer ce cycle de conférences dans ce magnifique auditorium de la BNF et nous souhaitons la bienvenue à tous nos participants et en particulier aux lycéens présents dans la salle des lycées de Montalembert, Saint-Nicolas, Bergson-Jacquard et des lycées et nos participants à distance. Alors, je crois qu'il y a des gens du Pérou qui vont suivre cette intervention ce soir. Voilà. Ce cycle, un texte en mathématicien, a été créé en 2005. Il a pour partenaire la revue Tangente, qui va rendre compte de cette conférence, comme des autres, et l'association Animate, qui a proposé des pré-conférences aux classes demandeuses et qui permet l'animation du chat ce soir via Benoît, ici présent. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Laure Saint-Raymond, donc professeure permanente à l'IHES, directrice de l'Institut des mathématiques de la planète Terre. Laure, après des études secondaires au lycée Jean-Baptiste C à Paris, tu as obtenu un bac C, puis tu as suivi une préparation au lycée Henri IV, tu as intégré l'ENS Paris, soutenu en 2000 une thèse à Paris 7 intitulée « Études mathématiques de comportement asymptotique en dynamique des gaz et des plasmas ». Tu es une spécialiste des équations aux dérivées partielles et tu t'intéresses notamment à la dynamique des fluides, la physique statistique et la magnétodynamique. Et il est grand temps de te laisser la parole. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être venus relativement nombreux ce soir. Je suis en particulier très contente de voir des lycéens. Donc, le cadre est un peu formel, mais j'espère que vous oserez quand même poser des questions, puisque l'intérêt d'une conférence, c'est pas juste, enfin, c'est pas un film, c'est pas le cinéma. Donc, l'intérêt, c'est justement de pouvoir interagir. Donc, voilà. Donc, ce soir, ce que je voudrais faire, c'est de vous parler d'un grand scientifique qui est un mathématicien, mais aussi on va voir un physicien, un philosophe, un historien des sciences. Voilà, donc un monsieur qui s'appelle Boltzmann. Et alors je voudrais commencer par un petit test. Qui parmi vous aujourd'hui avait entendu ce nom avant de s'intéresser à cette conférence ou de la préparer? Ah, beaucoup, quand même. Ok, donc ça veut dire que vous avez quand même une grande culture scientifique parce que voilà, je pense que c'est à la fois quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, mais qui n'est pas forcément voilà, c'est ni Einstein, ni Pythagore, ni Thalès. Voilà, donc je voudrais vous raconter un petit peu alors pas toute l'œuvre de ce monsieur parce que il y a beaucoup de travail, mais voilà, on va parler un petit peu de la dynamique des gaz. Mais avant, je vais vous parler un petit peu du monsieur en question. Donc Ludwig Boltzmann est un scientifique qui a vécu donc essentiellement au 19e siècle. Il est né à Vienne et il est mort, il s'est suicidé à la fin de sa vie, donc en Italie. Et j'essaierai d'expliquer un petit peu voilà comment il en est arrivé là, même si probablement dans cette partie il y a un peu de légende, mais bon, ça fait partie de. Voilà, donc je vais vous parler de ses travaux. Et évidemment, j'ai connu ce monsieur pas directement, je le connais pas personnellement, et je suis venue à regarder ses travaux parce que quelque part c'était essentiellement le sujet de ma thèse. Hein. Mais en préparant la dernière conférence que j'avais faite ici il y a fort longtemps, en 2010, j'avais regardé un petit peu aussi ce qu'il a écrit, ce que les gens ont écrit sur lui. Et voilà. Et je voudrais juste passer 2 minutes au début de cette conférence à regarder avec vous cette petite citation. Donc c'est ce qu'il écrit lui-même de certains de ses professeurs, et il explique que ça a beaucoup influencé par la suite sa manière de faire, de concevoir la science. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que ça rejoint aussi, j'espère, ma façon de faire de la science. C'est-à-dire que pour moi, la science c'est pas une compétition, c'est vraiment une œuvre collective. Voilà, et je trouve que il y a une partie ludique aussi dans les mathématiques et la physique. Et voilà, je trouve que c'est assez bien reflété dans cette petite citation
où on évoque à la fois des discussions qui peuvent être de temps en temps très avec beaucoup d'énergie et beaucoup parfois de désaccords, mais voilà, de continuer à prendre ça sur un ton assez léger, voilà, parce que en tout cas pour ce qui est des maths, il n'est pas de question de vie ou de mort, donc voilà, c'est bien, je trouve, de prendre ça avec un petit peu de recul. Voilà, donc c'est un homme qui est donc un intellectuel très brillant. Comme je vous ai dit, il a fait à la fois de la physique, des maths et de la philosophie. C'est quelqu'un aussi qui a été extrêmement apprécié comme professeur. Voilà, donc c'est pas tout. Je pense que tous les chercheurs peuvent pas en dire autant. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de talent pour partager la science. Et puis c'est aussi quelqu'un qui avait une vie en dehors de la science. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est important pour être équilibré. Donc voilà, pour moi c'est à la fois quelqu'un qui est très impressionnant par ses travaux, mais je trouve qu'il y a aussi un exemple en termes de ce que peut être la vie d'un scientifique. Voilà, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais je trouvais ça important de vous le dire. Voilà, je sais pas si parmi vous il y en a qui se posent la question éventuellement de faire de la science leur métier, sans doute parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des classes prépa. Voilà, je trouve que il y a des modèles comme ça qui permettent d'avancer. Voilà, alors il y a plein de gens qui ont dit qu'ils connaissaient le nom de Boltzmann. Donc souvent les raisons pour lesquelles on connaît Boltzmann, c'est différents travaux. Donc il y a un premier champ qui porte le nom de Boltzmann, qui est la loi de Stefan Boltzmann, qui vous donne le rayonnement essentiellement d'un corps, hein, donc ce qu'il émet en fonction de sa température. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici dans ce petit cadre. Donc c'est une loi qui porte le nom de Boltzmann, mais sur laquelle je ne reviendrai pas ce soir. Il y a une constante aussi qui porte le nom de Boltzmann. Donc cette constante, elle permet essentiellement de convertir une température en énergie et elle permet aussi de définir l'entropie. Donc ça, j'en parlerai vaguement aujourd'hui, mais je ne reviendrai pas sur cette constante particulière. Mais voilà, il y a donc cette constante porte aussi le nom de Boltzmann. Et si vous voyez la tombe de Boltzmann à Vienne, eh bien, il y a cette constante apparaît dessus. Voilà, et puis il y a encore un autre objet mathématique qui porte le nom de Boltzmann, qui est l'équation de Boltzmann, qui prédit l'évolution d'un gaz parfait essentiellement, donc d'un gaz très dilué, voilà, et sur laquelle je vais passer le reste de cette conférence. Et alors, elle est très importante du point de vue, je dirais, si on regarde en termes d'histoire de la science, eh bien, ça marque un vrai tournant parce que c'est la première fois que d'une part qu'on va écrire une équation dynamique pour une probabilité, donc du point de vue des maths, c'est vraiment on va voir un pas important. Et du point de vue de la physique, c'est aussi une équation qui marque un tournant, parce que sans doute certains parmi vous qui sont plus avancés dans leurs études ont fait un peu de thermodynamique. Donc il y a toujours ce second principe qui est un truc très mystérieux, qui pour moi est resté mystérieux jusqu'à ce que je comprenne l'équation de Boltzmann. Et cette équation de Boltzmann, en fait, elle donne une version, je dirais, quantitative de ce second principe. Et elle permet de comprendre aussi que même si on a l'impression en thermodynamique que tout apparaît dans les mêmes équations, l'énergie, l'entropie, etc., tout n'a pas du tout la même signification physique. Voilà, donc c'est un objet qui est vraiment important, je dirais, conceptuellement, à la fois pour les maths et à la fois pour la physique. Et donc c'est pour ça que je voudrais vous en parler un petit peu plus ce soir. Évidemment, on rentrera pas dans les détails. C'est une équation aussi qui est un petit monstre qui laisse encore plein de questions ouvertes. J'en évoquerai certaines à la fin. Voilà, c'est donc les scientifiques encore aujourd'hui, hein, ça fait 150 ans, les scientifiques encore aujourd'hui continuent à se battre avec cette équation et à essayer de lui faire dire ce qu'on ne sait pas encore lui faire dire. Voilà, donc une dernière petite évocation du père donc de cette équation de Boltzmann. Donc c'est
je vous dis, maintenant, avec le recul, on voit que ces travaux ont été vraiment révolutionnaires. Ils préfigurent un certain nombre de choses qui vont apparaître après, notamment la mécanique quantique, parce que bon, je tâcherai d'y faire allusion après. Donc, c'est vraiment des travaux qui ont eu beaucoup d'impact, je dirais, mais malheureusement, pas de son vivant. Alors, peut-être parce qu'il s'est suicidé, donc il a pas eu la patience d'attendre, mais voilà. Donc c'est quelqu'un qui a eu, qui a eu à la fois une vie scientifique, comme je vous ai dit, qui pour moi, en tant que scientifique, est un exemple, et à la fois qui a eu une vie assez rude parce que il a été profondément en désaccord avec pas mal de grands scientifiques de son temps. Donc, notamment des gens dont vous connaissez peut-être le nom aussi. Donc, Ernst Mach, vous connaissez peut-être encore son nom parce que vous savez que ce qui mesure, par exemple, la vitesse, quand on passe la vitesse du son, hein, on dit que c'est le nombre de Mach, quand on passe le nombre de Mach 1. Donc un grand scientifique aussi, mais qui disait que toutes les théories de Boltzmann étaient complètement pouvaient pas aller parce que il supposait quelque part que la matière était faite d'atomes. Bon, aujourd'hui, on sait qu'il a raison, mais voilà, à cette époque-là, on ne savait pas. Et puis, un autre grand monsieur aussi des sciences, qui est Joseph Loschmidt, qui disait que la théorie de Boltzmann ne convenait pas non plus parce qu'elle soulevait un certain nombre de paradoxes que je vais évoquer après. Et on va voir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de paradoxe, en fait. D'accord ? Donc, à la fois, c'est un scientifique qui a une œuvre très importante, mais qui, de son vivant, s'est frotté à beaucoup de je sais pas comment il faut dire ça, mais une forme de désaccord ou gens autour de lui étaient assez circonspects par rapport à ses travaux. Voilà, et puis, comme je vous dis, après sa mort, il y a quand même des gens qui ont travaillé pas mal, et puis qui ont vu que les travaux de Boltzmann étaient des travaux qui sont en fait précurseurs. Hein, donc, les travaux d'Albert Einstein théoriques et les travaux, je dirais, expérimentaux de Jean Perrin, qui ont mis en évidence le mouvement brownien, eh bien, confirme en fait que la théorie de Boltzmann était quelque chose de très important. Voilà, donc c'est une introduction évidemment trop rapide à la vie et à l'œuvre de Boltzmann, mais voilà, je trouvais que c'était important de voir que des travaux scientifiques, ça s'inscrit aussi quand même voilà, ça prend corps, d'accord, ça prend corps à une époque, ça prend corps aussi dans la vie personnelle des gens, et voilà, je pense que c'est important de s'en souvenir. Voilà, donc maintenant je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et de vous raconter un petit peu, encore une fois sans rentrer dans les détails, ce que c'est que cette équation de Boltzmann, quelle est son intuition, qu'est-ce qu'on regarde, voilà, quel problème ça peut poser, etc. Voilà, donc je vais commencer par une introduction sur l'intuition de Boltzmann. Donc la première chose qu'il faut dire ici, c'est que l'idée de Boltzmann, d'accord, ce qu'il veut décrire, c'est un gaz, donc comme le gaz qui est dans cette pièce, d'accord. Donc il y avait déjà des modèles pour décrire un fluide en général, d'accord. Donc des travaux qui remontent à Euler, à Navier-Stokes, etc. Mais la particularité du modèle de Boltzmann, c'est de dire « Ah, mais en fait, on sait que un gaz ou un fluide est constitué d'éléments, qu'on appelle des atomes. » Donc évidemment, aujourd'hui, on sait un petit peu plus ce que c'est que la physique microscopique. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'à l'époque de Boltzmann, cette théorie atomique, c'est quelque chose qui est une hypothèse. D'accord, il n'y a pas d'observation, et donc c'est pour ça, c'est ça qui explique son désaccord avec Mach, c'est-à-dire que soit on se met dans une théorie où ces atomes existent, soit on s'y met pas, mais quelque part c'est un choix, c'est un axiome. D'accord, donc il y a quand même des choses, je dirais, des travaux de chimistes notamment qui ont eu lieu avant Boltzmann et qui vont dans le sens de dire que la matière est constituée d'atomes. Donc d'une part les travaux de Dalton qui
est capable de mesurer la masse des réactifs et des produits, et qui voit que cette masse, en fait, elle est quantifiée. Donc ça va dans le sens, semble quantifié, et puis que la matière semble se conserver. Et donc ça va dans le sens. En tout cas, c'est compatible avec une théorie atomique, mais évidemment, ça ne prouve pas l'existence d'atomes. Hein. Et puis, il y a aussi les travaux d'Avogadro, donc que vous connaissez sûrement à cause du nombre d'Avogadro, qui interprètent en fait la loi d'état qui a été obtenue par Gay-Lussac. Donc, tous ces gens sont des chimistes essentiellement, et qui dit que a priori, le nombre d'atomes dans un gaz, eh bien, ne dépend que de son volume et de sa température. D'accord? Donc, ça, c'est des éléments qui vont être compatibles avec le fait que la matière est constituée d'atomes. Mais encore une fois, à l'époque de Boltzmann, c'est pas quelque chose qui est établi. D'accord? Donc, la théorie de Boltzmann, en fait, elle va reposer sur une hypothèse. D'accord? En fait, elle va reposer sur plusieurs hypothèses, mais la première, c'est celle-là, c'est de dire la matière est constituée de petites entités qu'on va appeler des atomes. Alors voilà, pour que ces hypothèses soient confirmées, eh bien, il faut attendre ce que j'ai dit tout à l'heure, essentiellement les travaux de Jean Perrin, hein, qui valident expérimentalement ce qu'avait prédit Einstein théoriquement au sujet du mouvement brownien, et puis qui obtient du coup une estimation à partir de modèles qui ressemblent au modèle de Boltzmann, qui obtient une estimation en fait de ce nombre d'Avogadro. Voilà, puis après, pour la structure, je dirais, un petit peu plus précise de la matière, notamment des solides, eh bien, il faut attendre encore un petit peu plus. Voilà, donc ce qui est important, c'est que historiquement, hein, on est vraiment dans une période où il y a quand même des éléments qui laissent penser que l'idée d'existence d'atomes, même on peut remonter jusqu'au grec probablement, mais là, on voit qu'il y a quand même eu des travaux qui laissent penser que c'est une hypothèse plus que raisonnable, mais c'est pas encore prouvé. D'accord? Donc ça, c'est un premier élément historique qui est important pour comprendre le travail de Boltzmann. Alors maintenant, si vous supposez, d'accord, que on admet que la matière est faite d'atomes, alors là, vous avez plusieurs façons d'essayer de modéliser le mouvement du gaz là qui est dans cette pièce. D'accord? Donc, soit vous dites, en fait, je me mets dans la mécanique de Newton, j'ai tous mes petits atomes, et puis ils vont interagir les uns avec les autres. Hein, d'accord? Et donc, j'écris des équations différentielles qui disent que la dérivée de la position, ça va être la vitesse, et puis que, essentiellement, tant qu'il se passe rien, les atomes vont en ligne droite, puis de temps en temps, ils interagissent. Voilà. Alors, si vous faites ça, et si vous avez quand même une idée de ce que c'est que justement ce nombre d'Avogadro, vous voyez que même aujourd'hui, faire ça, et même avec un super calculateur, un super ordinateur, c'est juste impossible. Il y a beaucoup trop d'atomes pour qu'on puisse, même dans une pièce comme ça, donc je ne parle pas de l'atmosphère ou de quelque chose qui soit plus grand, mais c'est juste impossible de suivre le mouvement de chacun de ces atomes. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vais appeler dans la suite un modèle microscopique, c'est-à-dire, bon, je peux faire une expérience de pensée et dire, bon, bah, voilà, j'ai plein d'atomes, je suis leur mouvement, et ça me donne une dynamique. Peut-être que je peux rien en faire, mais c'est une façon d'écrire un modèle. Et puis, ce qu'on a de l'autre côté ici, donc ça, c'est vos atomes, voilà, de votre fluide. Et puis maintenant, je regarde ce que j'ai dans ma bouilloire ou ce que j'ai dans l'atmosphère. Là, j'ai un gaz qui est, disons, presque à l'équilibre. Et dans ce cas-là, si je regarde de loin, je peux faire comme si le gaz était un milieu continu. Et donc, j'oublie cette histoire d'atomes, etc. Et c'est ce qu'ont fait les gens bien avant Boltzmann. Hein, en mécanique des fluides, on regarde un gaz comme un milieu continu. D'accord? Et puis on essaye de dire, ou si vous regardez par exemple dans une rivière, vous avez un fluide. Là, vous regardez comme un milieu continu. Vous vous dites, la vitesse localement de mon fluide, c'est comme ci ou comme ça. Et j'essaye d'écrire des équations pour ce fluide. Mais là, vous voyez que vous allez être obligé de faire d'autres hypothèses parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, d'obtenir une équation fermée pour la vitesse de votre fluide. D'accord? Donc en fait, vous êtes coincé entre deux options. L'option de garder tout le détail de votre gaz en suivant chacune des particules, mais ça en fait c'est possible en principe, mais en pratique c'est juste impossible. Et puis le fait de dire c'est pas grave, je vais faire comme si c'était un milieu continu, je regarde pas trop près, j'évite de sortir une loupe ou un microscope, et puis je regarde en gros comment mon gaz s'écoule.
D'accord, donc dans une turbine ou de l'eau dans une rivière, etc. Mais ça, je suis obligée de faire plein d'hypothèses si je veux écrire un modèle qui va me dire à peu près ce qui se passe. D'accord, ça ne suffit pas de connaître les lois fondamentales de la mécanique. Voilà, et donc l'idée de Boltzmann, c'est de dire peut-être je peux faire quelque chose entre les deux ici. D'accord, c'est-à-dire que ici c'est trop précis quelque part, j'ai tellement de particules, ça va être vraiment trop compliqué. Ici, c'est vraiment pas précis parce que je regarde que des moyennes très, très vagues, donc j'ai perdu trop de détails, je ne sais pas ce qui se passe, et peut-être je peux faire quelque chose ici qui est au milieu. D'accord? Donc l'équation de Boltzmann, elle admet qu'on a des particules, mais on va renoncer quelque part à en donner une description très précise en suivant tout le monde. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut retenir. Deux choses pour l'instant, j'ai des particules, mais je ne veux pas forcément avoir toute l'information sur chacune des particules, d'accord? Donc la façon de faire ça, en fait, c'est de dire, je vais regarder cette collection de particules, donc j'ai plein d'atomes de gaz, et je voudrais la regarder de façon statistique, d'accord? Parce que finalement, que ce soit l'atome numéro 1 qui soit là, et l'atome numéro 2 qui est là, ou que ce soit le contraire, eh bien, je m'en fiche complètement, d'accord? Ce que je veux savoir, en gros, c'est si je prends un tout petit volume de mon gaz, combien j'ai d'atomes dedans, et puis quelle vitesse ils ont. D'accord? Donc, la théorie de Boltzmann, elle repose sur le fait que j'ai des atomes, mais au lieu de décrire chacun d'eux, on va essayer de décrire cette collection de façon statistique. D'accord? Donc, la décrire de façon statistique, ça veut dire que essentiellement, au lieu de dire, voilà, l'atome numéro 1, il est à telle position et telle vitesse, eh bien, je me mets un endroit, d'accord? Comme si vous regardiez... Vous regardez votre collection d'atomes, et puis vous dites, à telle position et avec telle vitesse, je compte combien j'ai d'atomes. D'accord? Donc ça, c'est exactement ça qu'on fait. Vous prenez votre boîte, d'accord? Vous coupez un petit morceau de boîte ici autour de la position X. Donc ça va être les atomes, en gros, qui ont la position X. Et puis après, vous regardez en fonction de la vitesse de chacun de ces atomes, et vous avez ici une courbe, et ça vous donne combien à la position X, combien d'atomes ont quelle vitesse. D'accord? Donc ça vous donne une densité de probabilité. Donc, quelle est la probabilité que si je prends tous mes atomes, donc j'en ai un certain nombre en tout, quelle est la proportion de ces atomes qui ont la position X et la vitesse V? D'accord? Donc ça, c'est important, on fait ce dénombrement, et donc à la fin, donc si je suis capable de dire exactement à la position X et exactement à la position V combien j'ai d'atomes, j'ai presque une description complète, mais là on fait une espèce de petites cellules qui sont beaucoup plus grandes que la taille des atomes, et on compte à la louche combien d'atomes avec la position X et la vitesse V, et donc on obtient une fonction, d'accord, cette probabilité, ce nombre de... Quand je regarde cette densité de probabilité, c'est une fonction qui va dépendre du temps, parce qu'évidemment, quand mon gaz bouge, une position qui était à cet endroit-là, un atome qui était à cet endroit-là, au temps t, il va être ailleurs après, d'accord? Donc le nombre d'atomes qui ont la position x et la vitesse v va changer, d'accord? Et puis, donc ça dépend de la position et de la vitesse, d'accord? Donc je compte le nombre d'atomes, ou si je le normalise, ça me donne une probabilité, mais en gros, je fais un dénombrement, je compte le nombre d'atomes qui ont la position x et la vitesse v à l'instant t. D'accord? Donc c'est ça qui va être l'objet qu'on va regarder pour décrire notre gaz dans la théorie de Boltzmann. Alors pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est intermédiaire? Vous voyez que ça me donne qu'une description statistique, donc c'est beaucoup moins précis que la description où je vais regarder chacun des atomes. Et puis, c'est quand même plus précis que les modèles, je dirais, macroscopiques, hydrodynamiques, parce que, en fait, je peux calculer, si je veux calculer la vitesse moyenne, par exemple, de mon gaz, en un point, donc je regarde tous les atomes qui sont à la position X, pour calculer la vitesse moyenne, je pense que vous savez faire ça, il faut juste faire une moyenne, je regarde toutes les vitesses de tous les atomes, et puis je divise par le nombre d'atomes qui sont à cette position-là, et ça me donne leur vitesse moyenne. D'accord? Et donc, ce que je vois, si je mets maintenant une plume et j'essaye de voir comment elle est transportée par le vent, eh bien, ça va me donner la vitesse de ma plume. Elle va dépendre de la vitesse moyenne des atomes qui sont à côté qui sont là où est la plume. D'accord? Donc, la vitesse de mon fluide, localement, c'est de la moyenne des vitesses des atomes. Et puis on verra que la température se calcule aussi à partir de cette fonction f. Donc cette fonction f est une description beaucoup plus précise que les descriptions hydrodynamiques et beaucoup moins précise
que les descriptions de type vraiment atomique. D'accord? Donc on est bien dans le schéma que j'ai montré tout à l'heure, à un niveau intermédiaire entre ces deux choses. Voilà, donc ça c'est notre inconnu dans notre problème, c'est cette probabilité. Et maintenant, on va chercher à écrire une équation pour cette probabilité. Donc peut-être il est temps là de faire une mini pause et de vous demander si vous avez des questions. Est-ce que déjà l'objet qui m'intéresse, c'est clair pour tout le monde ce que c'est que cette fonction f qui dépend de t, x et v? Est-ce qu'il y a des... Parce qu'après, je vais travailler dessus. Donc, si c'est pas clair déjà de quoi je parle, ça va être compliqué. Moi, je vois rien. Donc, alors, ça dépend si je la normalise ou pas. Mais dans la suite, ça sera une densité de probabilité. C'est-à-dire que j'ai normalisé, j'ai divisé par le nombre total. Voilà. Quand on écrit une équation de Boltzmann, on a normalisé. Et donc, ça devient une mesure de probabilité. Mais voilà, quitte à multiplier par le nombre total de particules, comme dans cette théorie, hein, le nombre de particules ne va pas bouger. C'est une constante. Elle est la même de début jusqu'à la fin. En fait, ça ne change pas grand-chose. Alors, ça change beaucoup, évidemment, du point de vue de la physique, mais ça ne change pas du point de vue des maths. Pour l'équation qu'on va écrire, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Alors, ici, là. Alors là, par exemple, donc c'est compliqué parce que ma fonction, là, à un temps donné, elle dépend de 3 coordonnées de vitesse, 3 coordonnées de position. Donc évidemment, c'est un petit peu compliqué à représenter. J'ai mal à représenter une fonction en fonction de 6 paramètres parce qu'il faudrait que je fasse un graphique en dimension 7. Donc là, ici, ce que je représente sur l'abscisse, ça peut être une coordonnée de position ou une coordonnée de vitesse, mais normalement, je devrais faire dans un espace qui est beaucoup plus grand, parce que je devrais avoir 3 coordonnées de position, 3 coordonnées de vitesse, et puis en ordonnée, c'est le nombre de particules qui ont cette vitesse et cette position. D'accord? Donc ici, c'est un dessin ultra simplifié où je représente en une dimension une variable qui normalement est en 6 dimensions. J'avais interprété en pensant que sur l'axe des abscisses, vous aviez noté la vitesse, donc la vitesse, une composante de la vitesse, et en ordonnée le nombre d'atomes qui possèdent dans un volume réduit autour de x. On peut le faire aussi, en fait, ça serait, dans ce cas-là, quand c'est dans un volume réduit autour de x, eh bien, en fait, ça veut dire que si je suis en train de regarder une espèce de tranche, d'accord, je fixe le x et je regarde, mais voilà, on a un problème de représentation parce qu'il faut que je représente en fonction de, voilà, normalement 6 coordonnées. Donc, si j'avais que 2 coordonnées, je peux toujours prendre une tranche. Ça correspondrait à prendre imaginons que je suis dans un espace de dimension 1. Donc, x, et c'est juste une coordonnée, et v, c'est juste une coordonnée. Donc, maintenant, j'ai une fonction qui est une fonction de x et de v. Donc là, ça, c'est quelque chose que je peux représenter. Et effectivement, je peux fixer x et regarder dans ce plan à x fixé cette fonction comme une fonction de v. Merci. Voilà. Du coup, la probabilité qu'on obtient, ça sera ça fonctionne. Ça sera une probabilité, ça sera à un instant t autour de x, la probabilité qu'une particule ait une vitesse v. C'est même plus, oui, ça c'est vrai. Et ce qui est aussi vrai, c'est que, en fait, ce qui est plus vrai que ça, c'est que à un instant t, donc t est fixé, et je regarde la probabilité donc je normalise par le nombre total d'atomes dans tout mon gaz. D'accord? Et donc, ce que je compte, c'est les atomes qui ont à la fois la position x et la vitesse v. Donc, ce qui est normalisé comme une probabilité, c'est une probabilité qui dépend de x et v. Donc, c'est d'avoir à la fois la position x et la vitesse v. D'accord? Parce que ce qui n'est pas vrai, c'est que le nombre d'atomes à la position x, ça, c'est pas une constante. Ce qui est une constante, ce que je sais qui va pas bouger, c'est le nombre d'atomes en tout. D'accord? Donc, si je compte à chaque fois, pour chaque x et chaque v, combien j'ai d'atomes, et que je divise par le nombre total d'atomes, ce qui est normalisé, eh bien, c'est la probabilité en x et v. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de considérer cette fonction. Donc, t est fixé. Je regarde pour chaque t fixé. Et c'est vraiment une fonction de 6 variables. D'accord? Donc, ce que je ne sais pas faire, c'est dessiner le graphe d'une fonction de 6 variables. Mais voilà, il faut juste... dans ce cas-là, vous pensez juste à une variable de position, une variable de vitesse. Ou alors, vous regardez les tranches.
Mais voilà, l'idée, c'est que c'est vraiment une fonction de 6 variables, et c'est celle-là qui est normalisée. OK? C'est tout bon? On a une question en visio. Non, il y a pas, en fait. OK. Donc maintenant, ce que je vais essayer, c'est d'écrire... ça ressemble à ça, l'équation de Boltzmann, mais je vais évidemment pas expliquer un truc comme ça. C'est juste pour vous faire peur un petit coup. Et donc, je vais essayer de vous expliquer maintenant comment on écrit une équation. Donc, l'idée, c'est une équation différentielle, puisque je veux comprendre comment les choses évoluent. Donc, quelle est la dynamique de ce f. Donc, comment il évolue avec le temps. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui apparaît normalement, mais je vous rassure, je vais pas expliquer ça. Donc maintenant, j'ai mon gaz. D'accord? Et donc, il faut que j'ai toutes ces petites particules. Je veux les compter, mais je voudrais savoir après comment cette fonction f va évoluer. Et donc là, il y a deux phénomènes qui sont importants. Et donc, je vais expliquer chacun de ces phénomènes. Et après, je vais essayer de vous montrer comment on peut traduire ça en équation avec des maths. Mais voilà, après, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc, j'ai mes particules. Et donc, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le transport. Donc ça, c'est la chose la plus simple. C'est-à-dire que si vous prenez une particule toute seule, d'accord, vous la lancez. Donc, ce que vous savez, c'est que si elle est toute seule et qu'elle est soumise à aucune force, elle va se promener en ligne droite avec une vitesse constante. D'accord? Ça, c'est juste... c'est la version la plus simple de la théorie de Newton. D'accord? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le transport. Donc, les particules, tant qu'elles ne voient pas d'autres particules, d'accord? On suppose qu'on est... Il n'y a pas... j'oublie le champ de pesanteur, j'oublie tout ça, d'accord? Pour un gaz, honnêtement, la pesanteur, c'est pas très, très important en première approximation. Et donc, tant que ma particule ne voit personne d'autre, elle continue sa vie tranquillement. Et c'est-à-dire que ce que je sais, c'est que si elle part à l'instant 0 avec une vitesse V0, eh bien, pour toute la vie, elle aura cette même vitesse. Elle continue à avancer tout droit, sans qu'il ne se passe rien. Et donc ça, c'est ce qui est écrit ici. Cette première équation, la vitesse est une constante. Et sa position, qu'est-ce que c'est? Sa position, c'est sa position à l'instant 0, plus le trajet qu'elle a parcouru. Le trajet qu'elle a parcouru, c'est t fois la vitesse à l'instant 0. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le transport, ce qu'on appelle le transport libre. D'accord? Donc on avance en ligne droite à vitesse constante. Alors maintenant, ce que je voudrais comprendre, c'est, imaginons que toutes mes particules ne se croisent jamais, ne se voient pas, comment ça se traduirait sur ma fonction f? D'accord? Donc ce que je dis, c'est que si j'avais... je connais ma distribution, c'est-à-dire toutes mes particules où elles sont à l'instant... Où est-ce qu'elles sont à l'instant 0 et quelle est leur vitesse et leur position, quelles sont leur vitesse et leur position à l'instant 0. D'accord? Et donc maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est combien de particules je vais trouver à un point x donné avec une vitesse v donnée à l'instant t. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je revienne en arrière et je me dis, si j'avais ma position x et ma vitesse v à l'instant t, est-ce que je peux deviner ce que c'est que la position et la vitesse à l'instant 0? Parce qu'après, comme je sais le nombre de particules qui avaient la position x0 et la vitesse v0 à l'instant 0, dans ce cas-là, c'est bon. J'ai juste à changer f. D'accord? Donc, il faut juste inverser, en fait, cette application. Et donc, je peux recalculer, c'est facile, la vitesse à l'instant t, c'est la même que la vitesse à l'instant 0. Donc, si je connais la vitesse à l'instant t, je connais la vitesse à l'instant 0. Et puis, la position où j'étais à l'instant 0, il faut juste que je revienne en arrière, d'accord? Et je retrouve que c'est la position à l'instant t moins t fois ma vitesse à l'instant t. D'accord? Donc, je peux retrouver ma position et ma vitesse initiale en fonction de ce que j'observe à l'instant t. D'accord? Et donc, ce que ça vous dit, c'est si vous suivez ces particules, eh bien, votre fonction, votre probabilité à l'instant t, donc la probabilité de trouver une particule avec la position x et la vitesse v à l'instant t, c'est la même chose que la probabilité à l'instant 0 de trouver une particule avec la position x moins vt et la vitesse v. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle le transport. D'accord? C'est juste, voilà, c'est juste cette loi ici, mais elle se traduit de façon un petit peu plus compliquée ici sur f. Et elle peut se traduire aussi avec une équation aux dérivées partielles que je ne vais pas écrire parce que sinon ça commence à devenir compliqué. Voilà, donc ça c'est la première chose, mais ça c'est ce qu'on appellerait un gaz idéal où les atomes avancent et en fait ne se soucient absolument pas qu'il y ait quelqu'un autour d'eux. Ils avancent en ligne droite et il n'y a rien qui les arrête. Alors c'est pas comme ça. Bon alors en fait
c'est pas non plus comme je vais expliquer, mais ce que je vais expliquer ressemble un petit peu plus quand même à la dynamique des atomes. Et donc là, pour faire simple, on va supposer que les atomes, c'est comme des boules de billard. D'accord? Donc je pense que ça doit parler à tout le monde, ce que c'est qu'un billard. Donc vos boules avancent, et puis à un moment, elles se touchent. D'accord? Elles ont une petite... c'est des particules qui ne sont pas vraiment en un point. Hein, c'est des particules qui sont, disons, comme des sphères. Et puis à un moment, elles se touchent. Et évidemment, quand elles se touchent, elles ne continuent pas tout droit. D'accord? C'est rare que les boules de billard se traversent. Donc là, c'est pareil. On va supposer que nos atomes, ils n'ont pas le droit de se traverser. Et donc au moment où ils se touchent, eh bien, ils sont réfléchis. Alors là, il y a un certain nombre d'hypothèses dans la théorie de Boltzmann. On suppose que c'est un billard idéal au sens où quand je touche une autre boule, eh bien, je ne perds pas d'énergie. Ce qui n'est pas vrai. Et puis, non, je suppose aussi que je ne perds pas d'énergie entre deux collisions. Bon, mais disons, en première approximation, c'est pas trop mauvais. Donc, je conserve à la fois l'énergie et je conserve aussi ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Et donc ça me prescrit exactement, en fonction de la façon dont mes boules se touchent, comment elles repartent. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la réflexion spéculaire. Ça ressemble, pour ceux d'entre vous qui ont vu ça, aux lois de Descartes, dans le cas de l'optique. Hein, donc vous avez deux boules qui se touchent comme ça, elles repartent avec des vitesses qu'on connaît exactement en fonction de leur vitesse de départ, et puis de la façon, ce qu'on appelle le paramètre d'impact, c'est-à-dire l'endroit, la façon dont elles se touchent. D'accord? Donc ça, on a une façon unique de déterminer cette dynamique. D'accord? Et donc, ce que je dis ici, c'est que si deux atomes se touchent, alors évidemment, au moment où ils se touchent, eh bien, la distance entre leurs deux centres, c'est quelque chose qui est comme 2r. Évidemment, c'est 2r fois un vecteur n qui est normalisé. Et ce vecteur n, eh bien, je peux écrire les vitesses v'1 et v'2 après la collision, en fonction de la vitesse v1, v2, et puis de ce paramètre d'impact n. D'accord? Donc ça, c'est une petite loi qui, encore une fois, ressemble à la loi de Descartes pour ceux d'entre vous qui ont fait un petit peu de... Voilà, donc ce que je veux écrire, c'est qu'il n'y a rien d'autre dans mon gaz, il n'y a pas d'autre force, il n'y a pas d'autres phénomènes bizarres, il y a juste ces deux phénomènes, je me promène et je suis juste défléchi. Hein, quand je prends un petit kick là, quand je tape une autre particule, je suis défléchi et je change juste de vitesse. D'accord? Donc, si vous tracez les trajectoires d'une particule, hein, c'est très simple, ça fait une ligne brisée, elle avance, hop, elle est défléchie par une autre particule, elle avance, elle est défléchie par une autre particule, donc voilà, ça fait une espèce de mouvement qui, effectivement, se rapproche dans une certaine limite du mouvement brownien. Vous avancez, vous êtes défléchi, vous avancez, vous êtes défléchi. Okay. Alors, maintenant, pour écrire l'équation de Boltzmann, il faut un troisième ingrédient, et c'est là que les choses deviennent un petit peu subtiles, donc c'est là qu'il faut vous accrocher votre ceinture. Voilà, je voudrais écrire, comment est-ce que je fais pour écrire l'effet moyen de ces collisions sur mon gaz. Hein, parce qu'encore une fois, ce que je veux faire, c'est pas juste dire il y a des collisions, parce que si je dis juste il y a des collisions, en fait, je suis revenu à mon modèle microscopique, où je dis juste... la dérivée de la position, c'est la vitesse, et puis la vitesse change. Ça, c'est vraiment la description microscopique de mon gaz. Moi, je veux faire une description statistique, donc je veux savoir comment ma fonction f va évoluer. D'accord? Donc, je vous rappelle ce que c'est votre fonction f, elle vous dit, en gros, dans un petit volume, tout petit, autour d'une position x, et avec une vitesse v, combien vous avez de particules. Mais vous voyez que ça, c'est dans un petit volume. D'accord? Et la taille de votre particule, elle est beaucoup plus petite que ce volume. Et donc, comment est-ce que vous faites pour savoir si que deux particules vont se toucher ou pas? Ça, c'est compliqué. D'accord? Parce que c'est pas pareil. Vous allez compter, hein, je fais un tout petit volume, vraiment pas grand, mais il est quand même suffisamment grand pour que je puisse compter les particules à l'intérieur et que je ne vais pas faire des statistiques si c'est 0 ou 1. D'accord? Donc, mon petit volume, il est quand même suffisamment grand pour contenir beaucoup d'atomes. Et donc, ça veut dire que je sais juste combien il y a d'atomes dans un volume qui est petit, mais quand même très grand devant les atomes. Et donc, en particulier, je ne sais pas, dans ce volume, si les particules, elles se touchent ou elles ne se touchent pas. D'accord? Or, pour avoir une collision, il faut que les particules, elles se touchent. D'accord? Donc ça, c'est compliqué, parce que, du coup, je ne sais pas, je voudrais savoir quelle est la probabilité que, évidemment, si je veux une collision, je veux savoir la probabilité que deux particules se touchent.
D'accord? Et donc là, il y a quelque chose qui est une hypothèse, et ça, c'est vraiment très important. C'est une hypothèse, donc pour ceux d'entre vous qui ont fait un tout petit peu de probabilité, c'est une hypothèse d'indépendance. D'accord? Et donc, quand on fait une hypothèse d'indépendance, je suis en train de dire la probabilité que cette particule soit là et que celle-là soit ici, c'est le produit que celle-là soit ici et que celle-là soit là. D'accord? Mais pour de vrai, en général, il n'y a pas de raison que ce soit vrai. En général, voilà, vous imaginez si vous aviez des particules je sais pas, qui ont tendance à s'attirer ou à se repousser, vous avez envie de dire que c'est pas forcément vrai que vous allez avoir la même probabilité qu'elles soient d'en trouver deux juste à côté ou deux qui sont pas juste à côté. D'accord? Donc ici, dans la théorie de Boltzmann, il y a une hypothèse. Donc quand c'est écrit par Boltzmann, c'est une hypothèse. D'accord? C'est pas quelque chose qui va démontrer ou qui va établir à partir de la dynamique, montrer que pour une raison X ou Y, c'est vrai, c'est une hypothèse, que, eh bien, si je me mets sur une échelle relativement microscopique, donc dans un tout petit volume, eh bien, la probabilité que deux particules se touchent, eh bien, je peux la calculer à partir de juste la probabilité de savoir que j'ai une particule ici et une autre ici. D'accord? Donc ça, c'est très important, parce que ça veut dire que, a priori, c'est pas complètement clair que ce modèle il soit compatible avec la description microscopique de mon gaz. D'accord? La description microscopique de mon gaz, je mets mes particules avec des positions et des vitesses à l'instant 0, et puis après j'attends et je peux rien décider. Je sais pas si les choses sont indépendantes, pas indépendantes, j'en sais rien. Je les ai posées comme je voulais, peut-être au temps 0, et puis après elles ont évolué, je sais plus. D'accord? Donc dans la théorie de Boltzmann, on est vraiment à une échelle différente avec un modèle qui quelque part a des hypothèses en plus, et cette hypothèse en plus, c'est que cette indépendance entre les particules, non seulement elle est vraie au temps 0, ça j'ai le droit de le faire même dans le modèle microscopique, mais elle est vraie à tous les instants. D'accord? Bon, c'est une hypothèse. Donc voilà, mais ça veut dire que ce modèle, il est peut-être pas compatible avec la dynamique microscopique. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important, parce que ça veut dire que je vais être capable de calculer quelque part la probabilité d'avoir une collision, juste à partir de... Donc ça, c'est une probabilité qui me demande d'avoir deux particules dans une certaine configuration. Et ça, avec cette hypothèse d'indépendance, eh bien, je vais pouvoir le calculer comme un produit de F à deux positions avec deux vitesses différentes. D'accord? Mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement délicat. Alors, je vous rassure, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. J'ai discuté encore il n'y a pas très longtemps avec des gens qui font de la philosophie des sciences. Ils n'ont toujours pas compris ça. Ça fait 100 ans, mais... Et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement délicat. Je vais essayer d'y revenir plusieurs fois. Mais voilà. Dans la théorie de Boltzmann, ceci est une hypothèse. Et un des défis du point de vue de mathématiques pour dire que l'équation de Boltzmann est une équation raisonnable, et on l'espère qu'elle l'est. Juste pour vous donner une idée, l'équation de Boltzmann, on l'utilise pour, par exemple, calculer les rentrées de véhicules spatiaux dans l'atmosphère. On espère qu'elle ne dit pas n'importe quoi. D'accord? Donc, pour justifier que cette équation, elle est raisonnable, voilà, il y a du travail à faire. Voilà, donc... Une fois que, peut-être juste pour revenir à cette petite formule que je vais évidemment pas expliquer, ça c'est l'opérateur de collision, c'est-à-dire que dans l'équation de Boltzmann, il y a deux termes, il y a un terme de transport qui traduit le premier phénomène que j'avais donné, et un terme de collision qui traduit le deuxième. Et vous voyez, ce qui est important ici, c'est de voir que on a bien ces produits ici qui viennent vraiment du fait qu'une collision, ça implique deux particules. Et maintenant, j'ai dit que la probabilité d'avoir deux particules qui font ceci ou cela, eh bien, comme elles sont indépendantes, c'est quelque chose qui est un produit. D'accord? Donc, cette formule compliquée, elle vous dit essentiellement que vous avez un espèce de processus de saut en vitesse pour vos particules. D'accord? Donc, évidemment, je ne vais pas tout détailler cette formule qui est horrible, mais voilà. Donc, je peux écrire une équation qui prend en compte les collisions, à condition de faire cette hypothèse en plus que j'ai de l'indépendance. Alors, je vais reprendre des questions bientôt, mais je vais vous expliquer pourquoi cette hypothèse d'indépendance, elle n'est pas du tout neutre, et en particulier un certain nombre de conséquences que ça a sur la dynamique
qui est prédite par l'équation de Boltzmann. Donc voilà, je voudrais vous raconter un petit peu ce paradoxe de l'irréversibilité que j'avais déjà mentionné au début quand j'ai dit que parmi les détracteurs de Boltzmann, il y avait un certain Loschmidt. Et donc, je vais essayer de vous expliquer ce paradoxe de l'irréversibilité et le lien avec cette indépendance. Alors, vous voyez que j'ai dit, si je me mets à l'échelle microscopique, c'est-à-dire je regarde ma collection immense d'atomes, et je dis, maintenant, ce que j'ai, si je voulais juste décrire la dynamique en suivant toutes les trajectoires de tous les atomes, eh bien, il y a quelque chose que je peux faire, qui est de dire que maintenant, j'ai un espèce de billard géant. D'accord? Donc, c'est un billard beaucoup plus compliqué que ça, parce que là, ce billard, il est 2-dimensionnel. Moi, mon billard, il est 3-dimensionnel, et il y a beaucoup plus de boules, et puis comme il y a essentiellement pas de frottement, tout s'arrête pas en un temps fini. Donc voilà, mais c'est un billard juste parce que j'ai ce transport et ces collisions. Alors maintenant, il y a un truc qui marche assez bien dans le billard, c'est que si vous avez un billard idéal, c'est-à-dire sans frottement, eh bien vous pouvez, ça marche pas très bien pour jouer vraiment au billard parce que ça s'arrête jamais, vos boules s'arrêtent pas, donc ça marche moins bien. Mais il y a quelque chose qui a une très bonne propriété des billards, c'est que vous pouvez faire la dynamique dans un sens. Et après, vous êtes capable de savoir, si vous regardez votre configuration à un instant donné, vous êtes capable aussi de retourner en arrière. D'accord? C'est très simple. C'est-à-dire que on a vu comment on faisait pour aller en arrière dans le transport. Donc, si j'ai deux boules qui avancent comme ça, je sais que si je veux revenir en arrière, il suffit de prendre la vitesse opposée et de revenir en arrière. Et je vais revenir exactement à la même position. Et de la même façon, quand j'ai une collision qui me défléchit deux boules, si je retourne toutes les vitesses, eh bien, elles vont faire exactement le chemin inverse. D'accord? Donc, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que quitte à changer toutes les vitesses en leur opposé à un instant donné, eh bien, je vais être capable de revenir exactement à mon état initial. Ça, c'est ce qu'on appelle une dynamique qui est réversible. D'accord? Donc, une dynamique qui est réversible, ça veut dire je pars d'une situation initiale, je laisse ma dynamique évoluer, et après, je me donne une règle qui est essentiellement presque la même, qui est en fait même ici, dans le cas des sphères dures, exactement la même. Je renverse mes vitesses et je reviens exactement à ma situation initiale. Évidemment, il faut que je retourne une dernière fois mes vitesses pour être exactement à la situation initiale. Hein, d'accord? Donc ça, c'est une expérience de pensée que vous pouvez faire. Vous faites évoluer votre système. À un instant donné, vous retournez les vitesses, il revient sur ses pas, et puis au bout du même temps, vous retournez les vitesses, et là, vous êtes parti exactement comme au début. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dynamique qui est réversible. Je n'ai perdu aucune information là-dedans. Si vous me donnez l'état de votre gaz à n'importe quel moment, eh bien, je peux retrouver l'état de mon gaz à un instant antérieur et prédire celui à un instant ultérieur. C'est la même règle. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dynamique qui est réversible. Alors maintenant, l'équation de Boltzmann, elle a cette propriété qui est à la fois compliquée et à la fois fascinante. C'est que la dynamique, si je regarde l'équation de Boltzmann, que je résous, donc je prends mon f à l'instant 0, je le laisse évoluer, eh bien je ne pourrai jamais revenir en arrière. D'accord? Vous allez dire, là, il y a un petit problème parce que vous avez dit que c'était juste l'équation sur la probabilité, mais que c'était la même dynamique. Alors oui, et c'est ça le problème de Loschmidt. Il dit, ah non, là, c'est pas possible. Vous avez dit, vous partez d'une dynamique qui est toute réversible. Vous écrivez une équation en nous expliquant que vous faites juste des probabilités sur les nombres de particules. Et après, votre équation, elle n'est pas réversible. Alors, la première chose, c'est comment est-ce qu'on sait que l'équation de Boltzmann n'est pas réversible? Eh bien, c'est une propriété très importante qui s'appelle le théorème H. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une fonctionnelle, donc quelque chose qui dépend de f, qu'on peut calculer et qui est toujours une fonction qui est croissante. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'entropie. Donc, l'entropie, dans l'équation de Boltzmann, si vous regardez l'entropie, eh bien, c'est une fonction, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous évoluez avec l'équation de Boltzmann, cette entropie, elle croît. D'accord? Donc, vous voyez que ça va être un petit peu compliqué, parce que votre entropie, quand vous faites la manip que je vous ai dit tout à l'heure, vous changez toutes les vitesses, elle ne change pas. D'accord? Donc, vous partez de votre instant 0, vous faites évoluer selon l'équation de Boltzmann, ok, votre entropie augmente. Vous changez toutes les vitesses en leur opposé, ça ne change pas l'entropie. Vous continuez à faire évoluer avec l'équation de Boltzmann, votre entropie, elle augmente encore, et il y a peu de chances que ces deux, sauf à ce que l'entropie n'ait pas bougé, c'est-à-dire que vous soyez en état d'équilibre, eh bien, en fait, c'est impossible de revenir à votre état de départ. D'accord? Donc,
vous êtes très embêtés parce qu'on a essayé de vous faire croire que vous aviez deux descriptions équivalentes d'un gaz, celle où je suis chacun des atomes et celle où j'écris l'équation de Boltzmann. Bon, comme l'équation de Boltzmann, c'est un objet super compliqué, vous avez dit, bon, bah, si vous le dites, sûrement c'est vrai. Et sauf que l'équation de Boltzmann a une propriété qui fait que c'est pas possible. Alors là, c'est pas très sympathique. Donc, par exemple, l'équation de Boltzmann, ce qu'elle vous permet, elle vous permet sans problème de passer d'un état où vous mettez toutes vos particules de gaz, vous avez un contenant, comme ça, qui est séparé par une paroi. Vous commencez par mettre toutes vos particules de gaz à gauche, et puis aucune particule à droite. Donc il y a un truc très facile, d'accord? Et ça, je pense que vous imaginez assez bien, si vous mettez du gaz et du vide de l'autre côté, vous ouvrez ici la paroi, vous voyez que assez vite votre gaz va remplir tout. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien, ça c'est possible. Et l'équation de Boltzmann, elle vous dit, par contre, si vous partez d'ici, ça, vous le verrez jamais. Alors, on est un peu embêté parce que, d'un côté, ça contredit le fait que le billard, ça semble contredire que le billard est réversible. Et en même temps, dans la vie de tous les jours, c'est assez probable que l'équation de Boltzmann a plutôt plus raison que le fait de dire que c'est réversible. D'accord? Parce que, effectivement, si vous mettez tout ici à gauche, un gaz, vous ouvrez, vous voyez bien que vous allez vous retrouver avec un état comme ça. Et par contre, que le gaz, tous les atomes du gaz de cette pièce aillent se ranger dans un coin là-bas, ça, honnêtement, c'est assez peu quelque chose à laquelle on ne s'entend pas. Donc, je voulais juste vous faire une autre démonstration de l'irréversibilité. C'est un petit film que j'aime bien, mais je ne sais pas s'il va vouloir marcher. D'accord? Donc, je ne vous fais pas de dessin. C'était des M&M's. Voilà, et donc je vous montre un exemple d'irréversibilité, juste pour voir si ça vous choque ou pas. Donc vous voyez, je suis partie avec une assiette de M&M's, tout bien mélangé, et je tourne. D'accord? Donc ça, c'est une dynamique, comme ferait la dynamique de Boltzmann, ça avance. Voilà, et j'attends un certain temps, et je tourne. Et là, il se passe un miracle, c'est que je finis avec les Smarties tout rangés. Voilà. Donc moi, quand j'avais fait cette petite vidéo pour la première fois que j'ai fait la conférence ici, j'avais promis à mes enfants qu'ils auraient le droit de tout manger si elles arrivaient à faire la même. Ils ont tourné assez longtemps, mais ils n'ont pas mangé les M&M's parce que, en fait, évidemment, c'est juste pas possible de faire ça. D'accord? Si vous voulez ranger, vous le savez aussi dans votre maison, si vous voulez ranger, il va falloir faire un petit peu des efforts. Par contre, pour déranger, en général, ça ne demande aucun effort. C'est pareil pour les Smarties, et c'est pareil pour l'équation de Boltzmann. Si vous partez d'un gaz qui est tout bien rangé dans un côté de votre contenant, pour se déranger, il n'y a pas de problème. Pour se ranger tout seul, non. D'accord? Donc, on est très embêté parce qu'on a deux descriptions d'un gaz. Une qui est macroscopique, enfin qui est un peu plus macroscopique, et qui semble en même temps quand même beaucoup plus conforme à ce qu'on a comme idée de la réalité, qu'en fait la dynamique elle est relativement irréversible. D'accord? Ça, ce que j'ai fait, j'ai juste filmé dans l'autre sens et passé dans le mauvais sens. C'est la seule façon de faire ça raisonnablement sans y passer, je sais pas, 2 millions d'années ou un truc comme ça. Ok, donc voilà. Donc ça c'est le paradoxe qu'a soulevé Loschmidt. L'équation de Boltzmann, ça va pas parce qu'elle est irréversible. Ah oui, en même temps, on est plutôt content qu'elle soit irréversible, et ça correspond effectivement à ce second principe de la thermodynamique, qui, quand vous faites de la thermodynamique, est même quelque chose qui est postulé. C'est que si vous fournissez pas de travail, il n'y a rien à faire, l'entropie, elle va augmenter. D'accord? Donc, à la fois, vous êtes content parce que ça correspond aux lois, je dirais, phénoménologiques de la thermodynamique, ça correspond à ce que vous observez tous les jours, que le désordre augmente. Mais c'est un peu embêtant parce que ça ne semble pas compatible avec ce qu'on avait postulé au départ. Alors, ce que je voudrais vous expliquer ici, alors je ne sais pas si ça sera d'un quelconque secours à ceux d'entre vous qui essayent de comprendre la thermodynamique, telle qu'on l'a fait en classe prépa par exemple, auquel j'ai rien compris, je ne comprends toujours pas, mais par contre, je comprends quand même des petites choses sur ce que c'est que l'entropie. D'accord? Donc, l'entropie, c'est une quantité magique quand on fait de la thermodynamique. Et on ne comprend pas très bien pourquoi il faudrait qu'elle augmente, et on ne comprend pas très bien pourquoi, quand on écrit des différentiels, on a de l'entropie fois dt, etc. Tout ça semble très magique. Et en fait,
en fait, c'est pas si magique que ça. Donc l'entropie, et ce qu'il faut retenir, c'est juste la mesure du désordre. Donc, une fois que vous avez compris que l'entropie, c'est la mesure du désordre, le fait qu'elle augmente, ça ne vous pose plus aucun problème, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien. Le désordre, si on ne fait rien, augmente. OK? Donc ça, déjà, c'est plus clair comme ça. Et donc maintenant, ce que je voudrais vous expliquer, c'est le lien avec cette équation de Boltzmann, et plus précisément avec cette hypothèse que j'ai essayé de discuter tout à l'heure, qui est l'hypothèse d'indépendance. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très délicat. Donc si vous comprenez même un tout petit peu, je serais déjà très contente. Donc ce que je dis, c'est qu'au départ, d'accord, je prends un gaz où toutes mes particules sont indépendantes. Très bien. OK. Donc, c'est l'équivalent d'une forme de quelque chose qui serait, il faudrait imaginer très bien, très... Je sais pas je sais pas comment il faut dire les choses, donc toutes vos particules sont très indépendantes. Et puis vous voyez que maintenant, à chaque fois qu'elles vont se taper, donc juste avant de se taper, elles arrivent, elles se connaissaient pas, ok, elles étaient indépendantes, elles se tapent. Juste après qu'elles se soient tapées, elles sont plus indépendantes. Ah, évidemment, elles viennent de se voir. D'accord? Donc quand vous vous promenez dans la rue, vous connaissez personne, très bien, vous connaissez personne, parfait. Vous vous cognez avec quelqu'un, il vous casse le pied, après vous avez repéré qui il est. D'accord? Donc ça c'est pareil, les particules, une fois qu'elles se sont vues, quelque part, il y a une corrélation entre elles. D'accord? Et donc, quelque part, votre bel état indépendant que vous aviez au début, à chaque fois, vous allez... en fait, vous avez le souvenir, quelque part, que vous avez tapé quelqu'un. D'accord? Dans l'équation de Boltzmann, ce que vous faites, c'est que vous dites « Ah, moi je suis pas rancunier, je vais juste oublier ça. » D'accord? Et donc ce que vous faites, c'est que vous dites « Ah, mais en fait, les particules, elles vont continuer à être indépendantes pour toujours, parce que, ok, bon, de temps en temps, on se prend une petite collision, mais il y a tellement de gens, franchement, je vais en cogner, donc dans un temps 1, je vais en cogner un nombre fini. Bon, sur toutes les collisions possibles, finalement, ça fait vraiment une corrélation qui n'est pas très importante. Donc dans l'équation de Boltzmann, ce que vous faites, c'est que vous dites au fur et à mesure, je fais comme si je restais indépendant. D'accord? Donc au départ, je suis indépendant, ça j'ai le droit, je fais ce que je veux, au début, je dis ce que je veux sur ma probabilité. Au départ, tout le monde est indépendant. Normalement, si je suis vraiment bien la dynamique, à chaque fois que je vais cogner quelqu'un, je perds un petit peu de cette indépendance. Et je dis, oh là là, j'en perds pas beaucoup, donc je vais faire comme si j'en perdais pas. Donc c'est ça l'approximation qui est dans Boltzmann, c'est je dis, ah mais toutes les gens que je vais recroiser après, en fait, c'est relativement raisonnable de supposer que je les connais pas. D'accord? Donc c'est une approximation. Et donc, quand vous faites ça, évidemment, quand vous faites ça, il y a quelque chose que vous perdez de l'information. D'accord? C'est comme si vous baladez dans la rue, d'accord? Vous dites à chaque fois que je me balade, à chaque fois que je vais avancer, à chaque fois que j'ai un croisement, je peux tourner à gauche ou à droite, si je fais ça de façon aléatoire. Ok, donc en moyenne, je vais obtenir un chemin, je vais avoir plein de chemins possibles. Si vous essayez de faire ça, vous allez pouvoir prévoir assez bien à quelle vitesse vous vous éloignez de votre point de départ, etc. Par contre, je vous mets au défi de revenir en arrière. D'accord? Si vous avez oublié, si vous savez juste que vous avez tourné 4 fois à droite et 4 fois à gauche, mais vous ne vous souvenez pas dans quel ordre, il y a peu de chances que vous reveniez en arrière. Ici, c'est pareil. C'est-à-dire que à la fois, d'avoir juste ce qui se passe en moyenne, donc de garder cette indépendance, ça donne quand même une prévision de la trajectoire ou de l'ensemble des trajectoires possibles qui est assez bonne. D'accord? Donc, ce que vous allez obtenir une probabilité qui est assez proche de ce que vous allez observer. Et par contre, revenir en arrière, ça, n'y comptez pas, c'est pas possible, vous avez perdu de l'information. Donc en fait, ce qui se passe, c'est à chaque fois que vous avez une collision, vous perdez une partie de votre information. Et comme votre entropie, elle mesure votre quantité d'information, enfin, c'est moins l'entropie qui mesure votre quantité d'information, à chaque fois que vous avez une collision, vous en perdez un petit peu. Donc la quantité d'information, elle est perdue, d'accord? Mais par contre, si la dynamique elle-même, si je regarde une trajectoire, là, tout est bien conservé.
D'accord? Donc, vraiment, ce qu'il y a à comprendre, c'est que l'entropie, c'est pas comme les autres grandeurs physiques, c'est pas comme l'énergie. L'énergie, vous pouvez calculer l'énergie de une particule. L'entropie de une particule, ça n'existe pas. L'entropie, c'est une information statistique sur l'ensemble de votre gaz. Ça veut rien dire de regarder l'entropie de une particule. D'accord? Donc, c'est là aussi qu'intervient la constante de Boltzmann. Elle vous explique comment vous pouvez calculer l'entropie quelque part à partir du nombre d'états microscopiques qui représentent pour un état macroscopique donné. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que dans cette équation de Boltzmann, ça va vous donner quand même une bonne prédiction de la probabilité de ce qui va se passer. Mais par contre, ça ne vous donne pas une prédiction déterministe, c'est-à-dire que vous ne savez pas très bien qui vient de exactement où, donc vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous avez perdu de l'information, et c'est ça qui est mesuré par ce second principe de la thermodynamique. Donc c'est pas la dynamique elle-même qui vous permet pas de revenir en arrière, c'est juste l'information que vous avez gardée sur cette dynamique. D'accord? Au fur et à mesure que vous oubliez des trucs, ce que vous avez oublié, vous l'avez oublié, tant pis pour vous. D'accord? Mais la dynamique, elle est bien réversible. Ok. Du coup, peut-être qu'ici, il va falloir que je fasse comme c'est un petit peu compliqué, eh bien, je voudrais faire une petite pause parce que peut-être que vous avez des questions. D'ailleurs, pour les questions, attendez le micro juste pour que tout le monde puisse entendre. Merci. Oui, merci. J'ai une question par rapport au statut de l'entropie. Donc l'entropie, ça va être une fonction de la distribution de probabilité, et elle augmente avec le théorème H. Et on regarde ça, peut-être, je ne sais pas si c'est un abus de langage, comme une propriété du gaz. Il y a quelque chose qui augmente, ça correspond avec le second principe de la thermodynamique, et on est content. Mais en fait, si on réfléchit, est-ce que ce que mesure l'entropie, c'est pas plutôt un état de connaissance que moi j'ai du système plutôt que le système lui-même? Exactement. C'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure? Exactement. Et c'est pour ça que, quelque part, les travaux de Boltzmann sont un petit peu précurseurs de la mécanique quantique. C'est que, finalement, il se mêle deux choses, ce qui est la dynamique réelle du gaz et ce que moi, je retiens comme information sur ce gaz. Et c'est deux choses qui sont différentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paradoxe, parce que la dynamique elle-même du gaz, elle est réversible, c'est vraiment mon billard, je peux aller en avant, en arrière, mais ce que moi je sais sur ce gaz, eh bien, au fur et à mesure que la dynamique avance, j'oublie des informations, et ce que j'ai oublié, je l'ai oublié, je ne vais pas le retrouver juste, voilà. Donc l'entropie, elle est vraiment, elle est liée à ma connaissance de ce que je sais du gaz, et ça, par choix. Alors, quand je dis par choix, c'est un semi-choix, parce que si je rentrais un petit peu plus dans les détails, c'est une information qui est codée sur des échelles de plus en plus petites, et donc c'est juste parce que j'ai pas une loupe, un microscope suffisamment puissant pour garder toutes ces informations. Donc, quelque part, j'ai pas trop le choix de la garder ou pas. Mais en tout cas, c'est pas la dynamique elle-même qui n'est pas réversible, c'est vraiment ma façon de la décrire qui n'est pas réversible. Donc oui, il y a quand même, et c'est pour ça que je pense que dans l'histoire donc j'ai dit dans l'histoire des maths, c'est vraiment un pas en avant, parce que c'est la première fois que quelqu'un écrit une équation pour une densité de probabilité. D'accord? Donc ça, c'est un pas en avant. Mais du point de vue de la physique, c'est un pas conceptuel très important aussi, parce que même si on l'a compris quelque part avec du retard, dans l'œuvre de Boltzmann, il voit bien qu'il y a un petit problème autour de cette hypothèse de chaos. Mais ça introduit en fait dans la description du gaz mon point de vue d'observateur, c'est-à-dire ce que je sais sur le gaz, et je sais pas tout. Bonsoir. Je suis là. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais est-ce que ça voudrait dire que si on était capable de combler un petit peu l'approximation au niveau des collisions, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait donner un caractère réversible à la... Oui.
Alors, je pourrais répondre de plusieurs façons à cette question. Donc, si il y a plusieurs façons de dire les choses. Donc, d'une part, si je suis capable de retenir de l'information qui a toutes les échelles. Donc là, en fait, je vais essayer d'expliquer ça un tout petit peu dans la dernière partie, mais on peut quand même justifier qu'on obtient l'équation de Boltzmann. C'est une bonne approximation, en un certain sens, de la dynamique microscopique. Et c'est une approximation dans un sens où effectivement je vais oublier ce qui se passe en dessous d'une certaine échelle. Mais si j'étais capable, donc tout ça c'est des expériences de pensée, mais si j'étais capable de retenir toutes les échelles, tout ce qui se passe à toutes les échelles, et c'est vraiment des échelles de plus en plus petites, donc des corrélations à des échelles qui sont comme n'importe quelle puissance de la taille de l'atome. Donc la taille de l'atome c'est minus, et il faut que je regarde n'importe quelle puissance de ça. Donc voilà, concrètement, je ne sais pas faire ça. Mais par contre, effectivement, si je garde toutes ces échelles, eh ben oui, j'ai quelque chose qui est équivalent à mon système de départ, et donc j'ai rien perdu. Alors, et après, il y a plusieurs niveaux de réversibilité. Donc ça, c'est, je dirais, la réversibilité complète, déterministe. Et puis après, il y a une autre notion de réversibilité qui est la réversibilité stochastique, qui est de dire, je peux faire un truc qui est intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire, ok, je sais pas exactement de quel état je vais à quel état je vais, mais par contre, la réversibilité stochastique, c'est dire, j'ai la même probabilité d'aller de cet état-là à cet état-là que de cet état-là à cet état-là. Et ça, on peut le retrouver en regardant des quantités plus précises, je dirais, que cette probabilité-là. Et donc, on obtient, quand on regarde à l'échelle des grandes déviations, je dirais juste un tout petit mot à la fin, parce que c'est un petit peu plus technique, mais on peut retrouver, en étant quand même sans garder autant de détails, je dirais, que vraiment le cadre déterministe, on peut retrouver déjà de la réversibilité stochastique. Donc je dirais, il y a trois échelles. Il y a l'échelle où vraiment je suis au niveau du système microscopique. Là, tout est réversible de façon déterministe. Je fais une trajectoire, je reviens en arrière, je reviens exactement à mon point de départ. Il y a la description de Boltzmann, et puis toutes celles qui sont au-dessus, c'est-à-dire toutes les descriptions hydrodynamiques qui sont compatibles avec Boltzmann, qui, c'est irréversible, et ça, il n'y a juste rien à faire, c'est irréversible. Voilà. Et puis, entre les deux, on peut trouver des descriptions un tout petit peu plus précises, je dirais, qui restent statistiques, mais qui sont un tout petit peu plus précises, et qui, à défaut d'être déterministiquement réversibles, le sont de façon stochastique. Mais en tout cas, oui, on peut retrouver de la réversibilité en gardant plus d'informations. Oui. Ah, ça fonctionne toujours pas très bien. Ah, allô? Oui, ok. J'ai une question. Si l'entropie, c'est une mesure de la perte d'information, et du coup, est-ce que l'information, c'est une quantité finie, et du coup, dans ce cas-là, l'entropie, à un moment, ça prendrait tellement sur l'information que ça serait une information négative, ou alors, à un moment, l'entropie s'arrête, ou alors, l'information est c'est une valeur de plus l'infini, et du coup, si on l'enlève avec l'entropie, du coup, on aura toujours la même quantité d'informations, et du coup, dans ce cas, à quoi ça servirait de mesurer l'entropie, vu que dans tous les cas, on aurait à la fin la même quantité d'informations qui serait plus infinie? Alors, c'est une très bonne question. Donc alors, il y a toujours ce problème de convention. Donc, l'entropie des mathématiciens est l'opposé de l'entropie des physiciens. Donc, en physique, l'entropie croît. En maths, elle décroît. Donc, de temps en temps, j'essaye de prendre plutôt la convention des physiciens, mais de temps en temps, je me prends un peu les pieds dans le tapis. Donc, disons qu'on va prendre l'entropie des physiciens pour l'instant. Donc, c'est une quantité qui croît, effectivement. Et alors, elle s'arrête de croître un jour. Enfin, en tout cas, c'est une fonction qui va se stabiliser autour d'une valeur. Et cette entropie maximale, en fait, c'est l'entropie de l'équilibre. Donc, en fait, ce que prédit l'équation de Boltzmann, c'est que votre gaz va, donc typiquement, vous faites un grand courant d'air dans cette pièce. Après, vous fermez les portes. Donc, au début, ça va faire voler un peu vos papiers, etc. Et puis, au bout d'un moment, il se passe plus rien, le gaz est à l'équilibre, en tout cas vous voyez plus de mouvement, donc pour de vrai les atomes continuent à se balader un petit peu, heureusement pour vous, sinon il ferait très froid, et voilà, mais c'est ce qu'on appelle un état d'équilibre, c'est-à-dire quelque part un état de désordre maximal. Donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est que le désordre, un jour, quand vous pouvez atteindre le désordre maximal. Voilà, donc ça s'arrête de croître au bout d'un moment. Bon, et après, le résultat, c'est qu'en fait, vous avez essentiellement plus d'informations sur votre gaz.
à part de dire, voilà, donc l'état d'équilibre, ça va être un état où c'est équiprobable de trouver les particules n'importe où dans la pièce. D'accord? Et en vitesse, c'est une distribution qui est une distribution gaussienne. D'accord? Donc, vous avez, ça, c'est quelque chose qui est régi par la température. D'accord? Donc, vous connaissez juste le nombre de particules dans votre pièce. Vous connaissez la température qui, a priori, va pas changer. Et voilà. Et donc, vous obtenez, donc au début, vous pouvez faire une perturbation, changer les choses. Hein, vous agitez très fort, etc. Donc, vous allez, voilà. Et puis après, si vous arrêtez de perturber le gaz, au début, il va continuer un petit peu à bouger. Et puis, au bout d'un moment, il se passe plus rien. Vous voyez un état d'équilibre. Donc, il n'y a pas de vitesse moyenne. La température est la température la même partout, et la densité est la même partout. Voilà. Donc, ça s'arrête quand l'entropie s'arrête de croître, parce que vous avez atteint l'état d'équilibre et il ne se passe plus rien. La dynamique, c'est juste que la dérivée par rapport au temps, c'est 0. Voilà. Juste, pour la partie historique, vous avez dit que c'est avec Boltzmann qu'on avait la notion d'entropie qui est liée avec l'information qui... Et du coup, la seconde loi de la thermodynamique qui est formulée de cette manière-là, est-ce que la seconde loi n'existait pas déjà sous une autre forme? En fait, la seconde loi, elle existe bien avant Boltzmann, hein, puisqu'elle existe pour tous les modèles qui sont hydrodynamiques, donc qui sont des modèles moins précis que Boltzmann. Ce qui est nouveau avec Boltzmann, c'est que ça donne une version quantitative, c'est-à-dire que j'ai une formule qui me donne l'entropie, et du coup j'ai aussi une formule qui me donne la vitesse à laquelle cette entropie croît. Donc j'ai des formules pour à la fois l'entropie et la dissipation d'entropie. C'est ça qui est nouveau dans le travail de Boltzmann, c'est cette interprétation microscopique en fait de l'entropie et de la dissipation. Mais par contre, le second principe de la thermodynamique, c'est bien avant Boltzmann. Et là, je ne m'aventurerai pas sur donner des noms parce que je ne suis pas très bien sûre. Faut que j'avance? Ok. Ça va plus être très long parce que je voudrais juste, dans le temps qui reste... Il y avait une question rapidement. Ouais. Parce que là, vous nous avez beaucoup parlé du fait que ça se justifiait et que c'était raisonnable enfin, qu'il y avait des explications raisonnables au paradoxe qu'on a vu. Mais je me demandais aussi à quel point c'était raisonnable le modèle des molécules qui se comportent comme des boules de billard et qui se cognent les unes dans les autres. Parce que après, il y a je suis pas extrêmement versé dans le domaine, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de phénomènes un peu contre-intuitifs qui apparaissaient en mécanique quantique. Et je me demandais s'il y avait des manières intuitives. Enfin, déjà, à quel point du coup cette hypothèse tenait, si elle tient, s'il y a des explications. Ah non, mais c'est complètement faux. C'est pas, enfin, je veux dire, donc ça, c'est vraiment un modèle pour essayer de comprendre comment on fait une description statistique. Mais évidemment, les atomes, même dans le cadre de la mécanique classique, donc dans le cadre de la mécanique classique, on peut regarder des forces de type Van der Waals, je sais pas quoi. En tout cas, c'est des forces beaucoup plus compliquées que juste une force par interaction, par collision. Donc, de toute façon, ce modèle, même en mécanique classique, est très faux. Et par contre, l'idée de comprendre justement ces paradoxes, est-ce qu'on peut dériver je dirais, comment se parle le modèle microscopique et le modèle statistique. Tout ça, on peut le faire sur un modèle quelque part simplifié de forces d'interaction. Donc, même en mécanique classique, c'est pas vrai que deux atomes, même en première approximation, c'est pas des boules de billard. D'accord? Donc là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre le lien entre la dynamique microscopique et puis l'équation de Boltzmann. Mais l'équation de Boltzmann, en fait, elle peut coder des interactions beaucoup plus compliquées. C'est un petit peu plus compliqué d'expliquer les choses, mais elle peut coder des interactions plus compliquées. Et après, effectivement, si on veut même faire un modèle qui soit plus cohérent, il ne faut pas regarder dans le cadre de la mécanique classique, il faut regarder dans le cadre de la mécanique quantique. Et bon, c'est encore plus compliqué d'obtenir des équations de type Boltzmann, mais ça se fait aussi. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est, je dirais, d'un point de vue théorique, de comprendre le lien entre ces deux modèles, enfin ces différents niveaux de modèles, mais je prétends pas du tout que l'interaction de sphères dures est une interaction raisonnable au niveau physique.
Bon, j'avance un tout petit peu parce que je vois qu'on me fait signe que je suis en train de trader. Donc, je voulais juste passer un tout petit peu de temps pour vous dire où est-ce qu'on en est. Donc, 150 ans après le fait que Boltzmann ait écrit son équation. Donc, c'est un encouragement, si le cœur vous en dit, à juste aller voir un petit peu ce qui peut se faire aujourd'hui et à voir surtout qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour demain. Donc si vous sentez des âmes de mathématiciens ou de physiciens, il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Donc je voudrais vous faire un petit état des lieux, je dirais, de ce qu'on sait aujourd'hui. Parfois à des prix compliqués. Et puis ce qu'on ne sait pas, vous allez voir qu'en gros, ce qu'on ne sait pas, c'est plus que ce qu'on sait. Donc, il reste du travail à faire. Donc d'abord, si je écris l'équation de Boltzmann, d'accord, donc j'ai dit cette équation, pas de problème, dans les applications on l'utilise, c'est comme ça encore une fois, qu'on calcule typiquement. Donc c'est une équation qui est valable pour des gaz qui sont très raréfiés, d'accord, où donc il y a des atomes mais quand même pas trop. Donc typiquement dans la haute atmosphère, c'est un très bon modèle et donc on l'utilise en pratique. Mais la question c'est est-ce que déjà c'est un bon objet mathématique? Par exemple, est-ce qu'il a une solution? On écrit une équation, est-ce qu'elle a une solution? Alors, la réponse est que si vous laissez votre gaz évoluer sans le forcer nulle part, sans mettre des conditions au bord étranges, etc., alors on s'est montré que, et c'est très compliqué, qu'il a une solution, et c'est une solution dans un sens vraiment très faible. Et donc ça, c'est ce qui a valu la médaille Fields à Pierre-Louis Lyons il y a quelques années. Voilà, c'est pas du tout un travail évident. Je pense qu'avant le M2, c'est difficile de pouvoir comprendre un petit peu quelque chose à la preuve. D'accord? Donc, déjà, que juste l'équation ait une solution, déjà, c'est un truc qui est compliqué. Et puis, un autre truc qui est compliqué, qui a valu la médaille Fields à Cédric Villani, eh bien, c'est que si vous attendez longtemps, donc c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, eh bien, les solutions relaxent vers un état d'équilibre. Donc ça, pareil, et encore le théorème de Villani et des Villettes, il n'est pas complet. C'est un théorème conditionnel. Il dit si les solutions vérifient ci et ça, alors je vais pouvoir montrer que ça relaxe vers un état d'équilibre et à peu près à quelle vitesse ça le fait. D'accord? Donc c'est un théorème qui est conditionnel. Voilà, ça c'est ce qu'on sait. Et alors tout le reste, on ne le sait pas. Donc ce qu'on ne sait pas? On ne sait pas par exemple qu'il y a une seule solution. Vous me donnez une donnée initiale, vous écrivez cette équation. Bon, peut-être qu'il y en a une, mais peut-être qu'il y en a plein d'autres. D'accord? Donc ça, c'est pas très... En physique, on n'aime jamais trop ça, de se dire si c'est jeudi, j'ai une solution, si c'est vendredi, c'est une autre solution. D'accord? On ne sait pas du tout à quelle vitesse elle va vers l'équilibre. Ah, comme je vous dis, c'est le résultat de Villettes et Villani, mais on peut dire quelque chose sur cette vitesse de relaxation vers l'équilibre que si on suppose plein de trucs sur la solution qu'on ne sait pas. D'accord? Par exemple, qu'il n'y a pas de vide, par exemple, qu'il n'y a pas trop de particules qui ont décidé de prendre toute l'énergie pour elles et de s'en aller très vite. Voilà. Donc, il faut faire des hypothèses en plus pour pouvoir dire quelque chose sur la relaxation. Et puis alors, le truc complètement dingue, là, enfin, qu'on ne sait vraiment pas faire, c'est si j'impose un forçage. Donc, par exemple, je mets un radiateur tout au fond de la pièce ici, d'accord? Donc, la température ne sera pas la même au fond et jusqu'ici. Est-ce qu'on peut faire une solution? Ça, on n'en sait rien. D'accord? Donc c'est un objet mathématique qui est quand même très méchant. On peut écrire une équation, mais après, c'est une autre question de savoir si on peut en faire quelque chose. Voilà, après il y a le problème que j'ai mentionné au début, qui est donc de dire, on a dit qu'il y a plusieurs niveaux de modélisation. Donc il y avait ce niveau où j'ai toutes les particules, que je regarde une par une et je regarde leur trajectoire. Il y a ce niveau macroscopique, qu'on appelle toutes les équations de la mécanique des fluides, typiquement l'équation de l'air, les équations de Navier-Stokes. Et puis donc maintenant j'ai rajouté un peu de complexité dans l'affaire, puisque j'ai rajouté une description intermédiaire qui est l'équation de Boltzmann. Et la question c'est est-ce qu'on sait faire le lien entre tous ces modèles? Alors là-dessus on ne sait pas faire grand-chose. Donc ce qu'on sait faire, c'est de passer de l'état microscopique à l'équation de Boltzmann, donc montrer que l'équation de Boltzmann c'est quand même presque sûrement, donc sauf avoir vraiment pas de chance, c'est quand même ce que vous allez observer. D'accord? Et donc ça, on sait le faire pour un temps minus. C'est-à-dire qu'en moyenne, chaque particule aura eu moins d'une collision. Donc ça en fait beaucoup quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de particules, donc il y a quand même beaucoup de collisions. Mais c'est vraiment un temps minus, donc rien à voir avec les échelles de temps où on va avoir de la relaxation vers l'équilibre, etc. D'accord? Donc on sait comprendre cette transition-là, mais vraiment dans des situations en fait qui sont pas très physiques, c'est-à-dire sur un temps qui est tellement petit qu'il ne se passe pas grand-chose.
bon, on voit quand même que l'entropie augmente, donc on a quand même une compréhension fine de ce mécanisme de ce paradoxe, mais voilà. Alors, on sait faire un petit peu mieux si on n'est pas loin de l'équilibre. D'accord ? Si vous partez pas loin de l'équilibre, vous faites juste, vous bougez pas trop fort. Là, on sait comprendre sur des temps beaucoup plus grands. Voilà. Et maintenant, si vous partez de l'équation de Boltzmann, vous partez des solutions. Bon, c'est peut-être pas unique. Dans certains régimes, on sait comprendre comment on va de l'équation de Boltzmann, typiquement aux équations de Navier-Stokes. Donc on comprend finalement comment à partir de l'équation de Boltzmann, on peut trouver à la fois la viscosité d'un fluide, etc. Donc on sait calculer la viscosité à partir de l'équation de Boltzmann et des interactions. D'accord, mais ça c'est pareil, il reste énormément de questions ouvertes. Donc typiquement on comprend pas bien les effets de compressibilité. On comprend pas bien, voilà. Donc il y a tout un tas de choses qu'on comprend très mal. Je ne parle pas de tout ce qui se passe près des bords, où il y a des instabilités dans tous les sens. Et donc tout ça c'est très ouvert. D'accord ? Et alors, quelque chose qui est encore plus ouvert, c'est comment on passe directement de là à là. Alors ça, il y a juste quelques résultats très récents, tout près de l'équilibre. On sait passer de l'équation typiquement des atomes ici à l'équation de Fourier. Voilà, mais dans des régimes vraiment super particuliers. Vous voyez que ce qu'on sait faire par rapport à ce qu'on ne sait pas faire, c'est pas grand-chose. Et puis voilà, je voudrais terminer par ce dernier... Encore une autre sorte de problème. Donc j'ai dit l'équation de Boltzmann, si je regarde cette flèche que j'avais ici, pour passer du microscopique ici à l'équation de Boltzmann, on a dit tout à l'heure, en fait l'équation de Boltzmann, on l'obtient quand on oublie plein d'informations. Donc en fait l'équation de Boltzmann, il faut vraiment y penser comme une loi des grands nombres qui est associée à cette dynamique des particules. D'accord ? Donc si vous regardez l'évolution, vous regardez une particule typique, vous regardez comment elle évolue, ça vous donne l'équation de Boltzmann. Presque sûrement, ce que vous allez voir, c'est une trajectoire qui ressemble à l'équation de Boltzmann. C'est presque sûrement, d'accord ? Et donc, ou en moyenne, vous obtenez l'équation de Boltzmann, presque sûrement, mais quand même, vous avez d'autres trajectoires qui fluctuent un petit peu autour. Et donc, vous pouvez faire deux choses. Si on vous dit loi des grands nombres et que vous avez fait un petit peu de probabilité, vous dites quand j'ai une loi des grands nombres, après, je peux essayer d'aller regarder comment ça fluctue autour de la loi des grands nombres. Et donc, il y a deux résultats, je dirais, qui vont un petit peu au-delà, qui permettent notamment de retrouver des phénomènes de réversibilité stochastique. C'est de regarder, la trajectoire la plus probable, c'est celle de Boltzmann, mais si je regarde plein de trajectoires réelles, qu'est-ce que j'observe ? J'observe qu'en fait, ces trajectoires, c'est Boltzmann plus une fluctuation. Et cette fluctuation, elle est l'ordre de 1 sur racine de n. D'accord ? Donc, c'est l'équivalent du théorème central limite. Donc ça, on peut le justifier sur le même temps, en gros, qu'on peut justifier l'équation de Boltzmann. Donc, on peut trouver les fluctuations autour de Boltzmann. Et puis après, vous pouvez poser la question de... par exemple, quand je vous ai montré le petit film avec les Smarties, quelle est la probabilité de voir ça ? D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les résultats de grande déviation. Donc vous vous donnez une trajectoire qui a priori n'est pas celle que vous voyez, qui n'est pas la solution de Boltzmann. Est-ce que quand même vous pouvez l'observer ? Et la réponse est oui, vous allez pouvoir l'observer, mais avec une probabilité qui est exponentiellement petite, et vous pouvez calculer cette probabilité. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les résultats de grande déviation. Et ça vous permet de retrouver la réversibilité, c'est-à-dire que oui, en fait, presque tout le temps, je vois Boltzmann, mais je peux voir aussi plein d'autres trucs avec des probabilités exponentiellement petites. Ça me permet de retrouver la réversibilité stochastique. D'accord ? Donc, quelque part, dans comme on est dans une description probabiliste, on peut faire mieux que l'équation de Boltzmann parce qu'on peut caractériser toutes ces fluctuations. Donc ça, c'est aussi un sujet très actuel de recherche, voilà, où il y a quelques résultats, mais comme pour l'équation de Boltzmann, c'est sur un temps minus, donc physiquement, c'est pas complètement satisfaisant. Voilà, ici, je vous ai mis quelques noms de gens qui, dans je dirais, les 30 dernières années, ont fait des avancées significatives sur ces différents problèmes. Mais comme vous voyez, il n'y a plus qu'à rajouter le vôtre quand vous aurez réfléchi aux nombreux problèmes ouverts qui restent. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laure. Merci, Benoît. Merci à tous. Nous n'allons pas avoir le temps de prendre des questions parce qu'on est censé partir en 5 minutes, là. Mais je voudrais quand même vous annoncer
la prochaine conférence, le 8 février. Donc, Grégory Mirmont de l'ENS Lyon nous parlera de Blaise Pascal, géomètre du hasard, au même endroit, à la même heure. Merci encore, Laure. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.